Alors, chers amis, bonjour. Je vous invite à vous mettre à l'aise pour cette conférence, pour être bien dispo, bien attentif à ce qui va vous être proposé. Vous savez tous que notre paroisse est en fête cette année, un anniversaire de ses 60 ans. Pour une église, 60 ans, c'est une jeune fille. Un bel anniversaire. Et pour cet anniversaire, avec l'équipe qui a organisé ça, on a eu 3 idées. C'était de faire mémoire de son histoire pour en rendre grâce. Parce que si aujourd'hui, nous pouvons ici nous rassembler pour célébrer notre Seigneur et vivre notre foi, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et à qui l'on doit. Et savoir se montrer reconnaissant, ça nous semblait être la première chose. Rendre grâce, célébrer notre Dieu et construire l'avenir. Et aujourd'hui, il me semble que pour pouvoir vivre notre foi ici aujourd'hui et construire l'avenir, il est bon de savoir d'où on vient. Pourquoi est-ce qu'il y a une église ici? Quel en est son sens? Quelle a été la volonté de ces bâtisseurs, de ces pierres et pierres vivantes? Je crois que c'est là l'essentiel. Avant le bâtiment qui est beau et majestueux, il y a surtout une communauté de personnes. Et grâce à Françoise Tellamont, qu'il est, je pense, inutile de vous présenter, parce que vous la connaissez tous, et qui est à la fois historienne, théologienne, et puis paroissienne depuis toujours. Donc, mémoire vivante de la paroisse, on va pouvoir avoir cette belle rétrospective, et puis explication du sens de l'histoire de cette église, dans ce quartier de Chaville, de Liziba. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a une église ici? Eh bien, nous allons bientôt le savoir. Merci Madame Tellamont de votre présence. Merci d'avoir accepté de nous offrir de votre temps, de votre parole, de tout ce que vous savez de notre paroisse pour que nous la connaissions mieux et par là que nous l'aimions encore plus. Merci Père Cédric de tous ces compliments. Oui, alors c'est vrai que je suis un petit peu une mémoire vivante et que je me sens responsable de la porter au nom de tous ceux que vous voyez par exemple sur les photos qui sont sur les panneaux que nous avons remis sur les tables dans le fond de la pièce. Ces panneaux, on les doit à Rémi Coutin, qui était notre grand photographe, si j'ose dire, parce que lui, il avait le matériel et la compétence. À l'époque, tout le monde n'avait pas son petit téléphone pour faire clic-clac et des photos à tout bout de champ. Il faut bien voir, les conditions étaient différentes. Alors effectivement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tenir le micro plus près de votre... Plus près, oui, vous voilà. Dites si vous n'entendez pas au fond. Hein. Voilà, oui, je crois que c'est vrai, il faut manger le micro, comme on dit quelquefois. C'est parfait. C'est pas très pratique, mais enfin bon. Alors, si on se dit, mais pourquoi une paroisse au vocable de Sainte Bernadette sur le territoire de la commune de Chaville et la consécration de son église le 17 juin 1962. Alors j'en ai déjà parlé, ou plutôt j'ai écrit un article dans le livre que voici de M. Pierre Lescaut, Chronique des communautés chrétiennes donc de Chaville. M. Lescaut m'avait demandé l'article sur Sainte Bernadette et donc l'histoire pour en arriver à la construction de cette église. Nous avons ensuite réédité, complété, mais aussi un peu raccourci, parce qu'on voulait faire une plaquette pas très volumineuse, avec André de Saget, pour le 40e anniversaire de la consécration de Sainte Bernadette, sous le titre Sainte Bernadette à Chaville, une paroisse, une église. Quand l'évêque de Versailles, Monseigneur Renard, écrit le 27 septembre 1959 « Je voudrais vous confier à tous la construction de cette église », il ne fait en fait que bénir et officialiser une action déjà bien engagée. La caractéristique essentielle de la paroisse Sainte-Bernadette, c'est que la communauté humaine s'est constituée en tant que communauté chrétienne catholique
consciente de son identité, en dehors de toute décision préalable de la hiérarchie ecclésiastique. Dans ce processus, qui débute en 1945, les laïcs ont joué un rôle prééminent, en accord étroit avec le prêtre qui, proche d'eux, était conscient des réalités et à l'écoute des fidèles, le père Joseph Lelydec, curé de Vélizy, breton bretonnant, et le fait qu'il fût bretonnant n'est pas anecdotique. Il y avait beaucoup de Bretons dans le quartier, et je connaissais des Bretons qui disaient « moi je ne sais prier qu'en breton ». Et donc les liens et la chaleur humaine du père Lelydec ont été des choses importantes. La reconnaissance par la hiérarchie est venue ensuite en plusieurs étapes. En 1957, l'évêque a délimité l'extension de la future paroisse, plus ample que prévu. Et en 1959, il lui a donné son nom. Il nous écrivait « J'ai souhaité que votre Église soit dédiée à Sainte Bernadette, à qui la Sainte Vierge apparaissait à Lourdes il y a une centaine d'années. » Une église dans ce quartier était une nécessité pour ces chrétiens catholiques qui ont assuré son édification. Son histoire est intimement liée à celle d'un quartier dont elle est le seul monument important. Et elle fait donc partie du patrimoine du quartier. Alors, c'est que nous étions, à la fin de la guerre, un quartier sans église. Ou presque. La paroisse Sainte-Bernadette s'étend aux périphéries, au carrefour de 3 communes, Vélizy, Chaville, Viroflay, mais qui à l'époque font partie du même département, la Seine-et-Oise. À la fin de la guerre, nous vivons dans un vrai quartier. Nous sommes arrivés, pour vous faire une confidence, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, 1944. Alors dans ce quartier, qui est largement enveloppé de forêts, il y a une cohérence topographique et humaine. Ce quartier comportait à l'époque 2 pôles de commerce. Ça a déjà été évoqué en d'autres lieux. En particulier un pôle, je dirais, à Bursine, où on avait tous les commerces, et puis la place de Verdun et les rues adjacentes. Place du marché, donc, on trouvait surtout des commerces alimentaires, c'est sûr, mais aussi quelques autres, commerces de services, cordonniers, coiffeurs, marchands de charbon, très important, marchands de charbon, marchands de matériaux, bazars divers, etc. Entre ces 2 pôles, d'autres sous-quartiers, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, École Jean Massé, Écrevisse, Bocage, sur le bas Vélizy, où l'on trouvait encore quelques commerces. Mais surtout, il y a là l'école. L'école qui était intercommunale, c'est-à-dire financée par les 2 communes, Chaville, Vélizy, ce qui n'est plus le cas et depuis longtemps. Et puis, le quartier dit du Louvre sur Viroflay. Ce quartier était un quartier majoritairement pavillonnaire. Le maillage urbain, assez large. Grosso modo, on avait le plus souvent un pavillon sur une parcelle de 500 mètres carrés en moyenne. C'est le type de lotissement qui est fait, parcelle de 500 mètres carrés ou parcelle double qui atteignent donc 1000 mètres. D'ailleurs, quand on se promène dans le quartier, on peut distinguer facilement des constructions qui remontent au début du XXe siècle, par exemple autour de la place de Verdun et rue de Jouy, des maisons construites dans l'entre-deux-guerres, et il y avait quelques maisons plus importantes, des propriétés plus vastes, et quelques immeubles dans le centre. Propriété très vaste, je pense à la Roseraie, tout à fait au fond de Vélizy, qui est une très belle propriété avec beaucoup de terrain, d'où la résidence La Roseraie qui a pris sa place ensuite.
Les moyens de communication, ils peuvent nous paraître relativement restreints, mais pour l'époque importants. C'est la voie de chemin de fer Paris-Invalides, Versailles-Rive-Gauche, qui fait que ce quartier est ouvert en particulier sur l'ouest parisien et sur Versailles. Et puis il y a le car Gobert. Il y en avait un au début, Louis Gobert n'avait qu'un seul car. Et il faisait gare de Chaville-Vélizy, Vélizy. Bon, mais surtout, bien, on marchait à pied. On marche à pied parce que, pour descendre à Chaville, parce que de Lurcine, on disait on va à Chaville, hein, descendre à Chaville ou aller à Viroflay, par des rues dont les trottoirs étaient en terre battue, au mieux avec du mâche-fer. C'était pas bon pour nos genoux hein, quand on était enfant. Et on montait à Vélizy par la forêt, des allées qui sont devant chez nous. Voilà. Pas de voiture en 1944 ou très peu. Quelques personnes en avaient une dans leur garage, mais rien pour la faire marcher. Les vélos étaient des choses rares et précieuses. Puis, vous savez, le vol de bicyclette était un sport national à l'époque. Pas de téléphone. Dans la plupart des maisons, alors une longue liste d'attente, nous avons attendu plusieurs années pour être raccordés au téléphone. Dans ce quartier, dont je vous donne un petit peu le cadre de vie, une population assez mélangée, mais qui s'est soudée. Alors je dirais, il y a les vieux habitants du quartier, j'en ai connu quelques-uns, qui aimaient bien parler du passé, racontant qu'ils étaient venus enfants à la campagne. Et ceci au début du XXe siècle, avant la Grande Guerre, avant la guerre de 14. Puis après la guerre, ils sont revenus, après la guerre de 14 bien sûr, ils se sont installés. Et dans l'entre-deux-guerres sont venus des gens qui étaient soit locataires, soit propriétaires de maisons dans le quartier. Des provinciaux. Et les provinciaux, à l'époque, tout de suite après la guerre, ce sont essentiellement des Bretons. Parce que vous ne savez bien que la gare Montparnasse, c'est la gare d'arrivée des Bretons. Bon, donc, pas mal de Bretons bretonnants, comme notre curé Le Lidec. Des familles d'origine étrangère, en particulier, nous y avons des Russes, et puis des personnes surtout de pays de l'Est, notamment dans l'Ursine. Mais on avait aussi les réfugiés de Vélizy. Eh oui, le village a été presque complètement détruit à la suite des bombardements. Donc, la population du vieux Vélizy, les gens, il y en a qui sont partis, loin, et puis il y en a qui sont descendus. Descendus, hébergés, logés dans des maisons du bas Vélizy et de ce quartier par ici, côté Chaville. Certains ont retrouvé un emploi en bas, comme on dit à l'époque. Certaines familles, de façon générale, pouvaient être des familles en difficulté. Vous n'oubliez pas que des hommes sont prisonniers depuis 1940. Ils ne sont rentrés que après la fin de la guerre. Quelquefois, ça a pris un certain temps. Donc, des familles, des enfants qui ne savent même plus comment est leur papa, et des papas qui ne reconnaissent pas dans le grand garçon ou la fille qu'ils retrouvent le bébé qu'ils ont laissé en 39 ou 40. Il y avait aussi dans le quartier un problème parce qu'il y a eu des jeunes qui ont été réquisitionnés pour le STO. Et il y en a qui se cachaient. Il y avait des gens dans la clandestinité pour diverses raisons. Puis il y avait des enfants, certains enfants qu'on n'a pas revus après la guerre et qui apparemment étaient là, discrètement mis à l'abri, disons, pour des raisons variables. Puis il y a les familles comme nous qui arrivent à la fin de la guerre. Nous, on est arrivés avant la fin de la guerre, mars 1944, et les gens venaient de régions très diverses parce que c'était souvent pour des changements d'emploi. Il fallait se loger. On était en pleine crise du logement. Donc on est arrivé par hasard ici, à cause de la crise du logement, quand on trouvait ce qui convenait à la famille qu'il fallait loger. Et puis, après la guerre, donc, nous avons eu les jeunes ménages. Ce sont des personnes qui se sont mariées dans les années d'après-guerre,
et quelquefois ont du mal à se loger, sont hébergés chez leurs parents ou trouvent une chambre quelquefois pour débuter leur vie conjugale. Donc un certain brassage de population, de diversité. Les gens ont fait connaissance. Une certaine solidarité existe dans ce quartier, peut-être justement en raison de bien des difficultés. C'est que la conjoncture est difficile. À la fin de la guerre et dans les années de l'après-guerre, car tout n'est pas redevenu formidable, eh bien, à la fin du mois de mai 1945, loin de là. Jusqu'à la libération, or ici les chars Leclerc sont passés le 24 août 1944 dans la grande rue de Chaville, jusqu'à la libération, nous avions des bombardements qui pouvaient se produire de nuit comme de jour. Quand on était à la maison, on descendait à la cave, y compris la nuit. Et il y avait des objectifs visés. Alors, vous voyez tout de suite le champ d'aviation, naturellement occupé par les Allemands, et les usines occupées par les Allemands à proximité, Messerschmitt par exemple. Il y avait en outre, et c'est moins connu, un important dépôt de munitions sur le plateau au-dessus de l'étang d'Ursine. Très important dépôt, qui devait donc être connu quand même par les renseignements, ça devait se savoir. Et puis, le long de la voie de chemin de fer, où il y a la voie de garage en face du stade, entre le pont de la rue de Jouy et le pont qui mène à la rue Gambetta, il y avait sur des plateformes une batterie de mitrailleuses anti-aériennes qui évidemment se mettaient en action au moment des bombardements, ou quand ils entendaient les avions, puisqu'on pouvait avoir la sirène, l'arrivée des avions et la chute des bombes. C'était les trois éléments possibles pour savoir qu'il y avait alerte. C'était écrit comme ça. Hein. Alors, c'est ce qui explique que le village de Vélizy, le village, a été en partie détruit. La forêt a été copieusement bombardée. Beaucoup de bombes dans la forêt. Notre quartier a moins souffert, mais il y avait des zones bombardées, il y a des bombes qui sont tombées tout près de nous, tout près. La vie matérielle était difficile pour tout le monde. Rationnement, tickets, inscription chez un commerçant, notamment pour le lait, et néanmoins pénurie. Coupure de gaz, d'électricité et d'eau parfois. Grosso modo, on manquait de tout, et cela a duré plusieurs années après la guerre, avant qu'on ne retrouve un niveau de vie meilleur. Alors on avait quelques ressources annexes, les jardins étaient entièrement convertis en potager, nombre d'entre nous avaient bricolé des abris pour avoir des poules et des lapins, il y avait les ressources de la forêt. On allait y chercher du bois, il fallait prendre un permis chez le garde forestier. On était content d'y trouver des mûres, des champignons, mais là, il fallait se connaître. Et puis surtout les châtaignes. Elles furent, je dirais, la base de notre nourriture à l'automne-hiver 1944-45. Ces difficultés furent une source, dans un sens, de sociabilité. Les femmes, surtout, faisaient connaissance en faisant la queue, en particulier pour le lait et le pain. J'ai plusieurs fois demandé à ma mère, mais cette dame qui habitait à une certaine distance de nous, comment tu la connais? Tu la connais? Mais c'est quand on faisait la queue chez Falquet. Falquet, c'était la laiterie, au débouché de la rue Gambetta, grosso modo, il y a le pressing par là, maintenant, et on faisait la queue. Alors on pouvait faire la queue pendant 1 heure parce que le camion qui apportait les bidons de lait n'était pas arrivé. Et d'ailleurs, quand le lait arrivait, il n'était plus en très bon état et par malheur, parfois le lait tournait. Car on faisait les courses tous les jours. On allait au lait tous les jours, on allait au pain tous les jours. Bien. Donc les femmes avaient le temps de parler entre elles et de faire connaissance. Et puis, quand elles allaient au petit matin ramasser les châtaignes à l'automne 44, 45 et début hiver 45, enfin à l'automne 44, et là encore, elles se retrouvaient pour le ramassage des châtaignes.
Voilà, alors voilà le quartier, avec sa réalité, enfin une partie de ce que j'en sais, ce que j'en ai entendu dire et ce dont je peux me souvenir pour certaines choses. Mais c'était un quartier sans église, ou presque. Ou presque parce que je ne peux pas occulter, naturellement, l'existence de l'église Notre-Dame Souveraine, église orthodoxe russe, rue Alexis Maderol. Je rappelle que des réfugiés russes qui avaient fondé une paroisse en 1926 disposèrent d'abord d'une chapelle de fortune près de la gare Chaville-Élisée, puis firent l'acquisition d'un petit terrain en bordure de forêt et construisirent de leurs mains une église à partir de 1935. Donc je veux dire qu'ils ont été précurseurs par rapport à nous. Les églises paroissiales catholiques sont éloignées. Notre-Dame de Lourdes à Chaville, Saint-Eustache à Viroflay, ou bien inutilisables, Saint-Denis à Vélizy. Alors, je vous montre, il faut que je retrouve ma commande. Donc ça doit marcher. Oui, là voilà. Voilà une photo de la situation, et encore je pense qu'il y a pire, lors d'un bombardement et de, vous voyez, autour, zone bombardée. Moi j'ai connu l'église avec le toit effondré dans la nef, donc sans doute un bombardement postérieur, et une partie du chœur et de la nef était avec les gravats qui étaient tombés du toit. Le cimetière autour, je dois dire, ne m'a pas paru trop chamboulé, et il y avait ensuite un grand jardin, qui était le jardin du presbytère. Le presbytère n'a pas été touché. Quant à la vieille église de Chaville, officiellement église Notre-Dame, Monsieur Ribeiro a donné récemment dans le cahier de l'Arche, dans les bulletins de l'Arche, un petit article sur cette église. Elle était presque tout le temps fermée. Le curé de Chaville, dont elle le relevait, car c'était une église du XVIIe siècle qui avait été nationalisée en 1905, et le curé de la paroisse de Chaville en était affectataire, comme on dit, il permettait une messe basse tous les dimanches matins à 8h. C'est un peu tôt, certaines personnes y allaient, mais c'était tout. Le reste du temps, elle était fermée. Alors que faire en 1944-45 si on est catholique pratiquant, on a envie d'aller à la messe et d'envoyer les enfants au caté? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, je dirais que nombre de personnes, surtout les personnes âgées, ne vont pas à la messe. C'est trop loin et il faut descendre et remonter à pied si on veut aller à Chaville. Les plus ailés donc, peuvent le faire, ou les plus en forme, peuvent aller à Chaville ou à Viroflay. Pour certains qui habitent à Viroflay, Saint-Eustache, c'est pas encore trop loin, et c'est à peu près plat. Ou bien on peut encore monter à travers bois, soit à la chapelle en bois qui se trouve au clos, car au titre, en remplacement de l'église, il y a d'abord une petite chapelle en bois au clos. Il y avait une seule route pour monter sur le plateau, et ça correspond à la route actuellement par laquelle on descend, celle de gauche. Donc la chapelle était par là, ou bien monsieur le curé Le Lidec avait aménagé dans sa salle à manger une petite chapelle, et il célébrait la messe là. Donc on avait ce choix, et dans ce cas-là, on montait à travers la forêt. Les enfants de Viroflay pouvaient se rendre au catéchisme à Saint-Eustache sans trop de difficultés. Ceux de Chaville étaient censés aller au catéchisme à Notre-Dame de Lourdes. Oui, mais quand on sort de classe à 16h30 à l'école Jean Massé, il est difficile d'être à 16h45 à Notre-Dame de Lourdes. Si on arrivait en retard, on était plutôt mal reçu, grondé, voire puni. Vous comprenez que ça m'est arrivé. Bon, je n'ai pas apprécié, mes parents non plus. Alors, certains, dont je fus, se joignirent aux enfants du Bas-Vélizy, et depuis les temps des écrevisses, nous montions au catéchisme par la forêt le dimanche matin à la chapelle du Clos, menée par
personne très dévouée qui s'appelait Hélène Larrivé. Sa famille avait une maison juste à côté de l'étang, juste en face de l'étang des Écrevisses. Donc voilà à peu près la situation dans laquelle on se trouve à 44-45. S'il vous plaît, excusez-moi. L'installation... Oui, cette église-là, elle était où? Attendez, j'entends pas parce que j'entends très mal et j'ai les oreilles bouchées. L'église qui est sur la photo là, de Chaville, elle était où? Alors, elle était là où il y a maintenant des immeubles partout, c'est-à-dire dans le vieux Chaville, voilà, pas très loin de la gare de Chaville-Rive-Gauche actuelle. Voilà. Et pour nous, l'extension de la paroisse, c'était jusqu'à la place Saint-Hubert. C'est après seulement qu'il y a eu l'extension jusqu'à la ligne de chemin de fer, je vais vous l'expliquer. Place Saint-Hubert, je précise, c'est le carrefour là-bas en dessous. Je le dis parce qu'un jour, je parlais de la place Saint-Hubert à quelqu'un, il m'a dit, je ne sais pas où c'est la place Saint-Hubert. Eh bien, la place Saint-Hubert, c'est là tout près, hein, où il y a encore la Société Générale, le boucher. Il n'y a pas tellement de bouchers dans le pays, une supérette et puis entendre en face. Voilà. L'église a été démolie? Celle-ci, elle a été démolie? Alors, elle a été démolie, oui. Elle a été démolie. Elle a été démolie au moment du grand lotissement et elle n'a pas été défendue à l'époque. Alors que Saint-Eustache a été bien, c'est-à-dire Honfleur, a été bien restaurée. Il y a un panneau, si ça vous intéresse, il y a un panneau sur la rue qui va là-dedans. Dans la rue. Dans la rue. Devant les immeubles, à hauteur, dans la rue, il y a un panneau quand même qui évoque la mémoire chavilloise. Donc il y a quelques panneaux qui sont bien intéressants. Voilà. Alors, nous avons eu une chapelle en bois. C'est la chapelle Saint-Joseph, installée à Vélizy-Bas. C'est dans ce lieu modeste que s'est constituée cette communauté, disons cette église au sens humain et spirituel du terme, qui construisit ensuite l'église Sainte-Bernadette. Donc il faut remonter à la création et à l'édification de la chapelle Saint-Joseph, 1945-46. Comme l'église Saint-Denis de Vélizy était inutilisable, le curé de Vélizy obtient en 1945, au titre de la reconstruction, un baraquement en bois pour faire une chapelle. Au lieu de l'installer dans le village en ruine, là-haut, il a l'excellente idée de la faire installer sur un terrain situé à Vélizy-Bas, dans la rue Jules Rhin, devenue maintenant Louis Gobert, et si vous voyez le carrefour des trois communes, hein, Vélizy, Viroflay-Chaville, au débouché de la rue actuellement Albert Perdreau, et qui croise la rue de Jouy, eh bien, c'est à gauche, pas tout à fait au coin, un petit peu plus loin, et maintenant il y a deux maisons. En face, la maison forestière. En face, la maison forestière, voilà, très bien. En face, la maison forestière. Alors, sur ce terrain avait été donné, avant la guerre, par une paroissienne du Bas-Vélizy, qui disait bah, c'est bien dommage qu'on n'ait pas une chapelle, et elle allait à pied prier à Notre-Dame-du-Chêne, ça faisait loin. Et elle a donné ce terrain en pensant qu'un jour on pourrait y faire une chapelle. La chapelle a été inaugurée fin 1946 au vocable, sous la protection, de Saint-Joseph, artisan. À l'époque, on est en plein dans le labeur, je dirais, de la reconstruction. C'est une époque où les chrétiens affirment leur présence dans le monde ouvrier. Et c'est l'époque de la CO, de la JOC, des prêtres ouvriers, et un certain nombre de personnes qui, déjà, s'imprègnent de la doctrine sociale de l'Église. Ils n'ont pas attendu que ce soit à la mode, j'ai envie de dire. Et ils essayent de l'appliquer. Alors, la protection et le patronage de Saint-Joseph étaient tout à fait opportuns à l'époque. Et je dirais que les anciens de la chapelle, comme on dit, le groupe de fidèles qui fut à l'origine de la nouvelle paroisse,
demeura très attaché à Saint-Joseph. Alors voilà l'intérieur de la chapelle, mais vous avez des vues beaucoup plus parlantes et détaillées sur les panneaux que l'on doit à Rémy Coutin. Donc voilà, c'est le taponnier. Le fond, bon bah, il est petit, et puis là je pense qu'il y avait peut-être déjà le deuxième monument. Pardon, la deuxième partie du monument, si je puis dire, qui formait transept, une fois encore. Il y a un poêle, très important le poêle, parce que c'est comme ça qu'on se chauffait. Il fallait l'allumer avant la messe, il fallait l'allumer avant le caté. Et après, il fallait enlever les cendres. Je le dis parce qu'il y a des dames qui faisaient le ménage. Hein. Alors, vous voyez, il n'y avait pas énormément de place. On avait des statues qui avaient sans doute été récupérées, pour certaines, quand même, à Vélizy. Et là, à droite, en haut de la nef, c'est prestigieux d'avoir une nef, c'était, comme disait le curé Le Lidec, la grand-mère, c'est-à-dire Sainte-Anne. Bon. Et à gauche, alors là, c'était une statue récente face à la grand-mère, Saint-Joseph. Saint-Joseph tout seul, sans l'enfant Jésus, mais avec à ses pieds les outils de menuisier. C'est comme ça que j'ai su à quoi ressemblait un rabot. Voilà. Donc, cette chapelle. L'existence de cette chapelle a changé la vie des catholiques du secteur, sur le plan spirituel, culturel, mais aussi sociable et festif. Les familles venaient à pied, bien sûr, quelquefois depuis le fin fond d'Ursine, à la messe le dimanche matin. Comme on n'était pas les plus en avance, on les voyait passer devant chez nous. J'habite toujours rue Albert Perdreau. Et puis on voyait ceux qui montaient par la rue de Jouy, des familles qui arrivaient de la rue Pasteur, enfin les gens finissaient par se connaître. Les personnes se découvraient, faisaient connaissance et apprenaient donc à se connaître, à s'identifier, à parler les uns avec les autres. Le catéchisme avait lieu désormais à la chapelle, ainsi que les cérémonies comme la communion. Moi j'ai fait ma communion à la chapelle Saint-Joseph en 1947, elle était encore très petite et on était très tassés. On y célébrait naturellement le mieux que l'on pouvait les grands offices de Noël, de la Semaine Sainte et de Pâques selon la liturgie de l'époque. On y célébrait aussi des mariages et des obsèques. Alors je ne peux pas ne pas évoquer, parce que ça me ferait mal au cœur de ne pas le dire, le mariage de Maria et Rémy Coutin. C'est le premier mariage dont j'ai souvenir de mon enfance. Et on était tout de suite après la guerre, et j'ai vu ce couple, alors comme je disais, mais pour moi, mais c'était Blanche-Neige et le prince charmant, bien entendu. Donc c'est un des premiers, je crois, le premier mariage qui a été célébré à la chapelle Saint-Joseph. La chapelle n'avait que 100 places. Elle s'avéra très vite trop petite, même si on arrivait, en faisant venir des prêtres extérieurs, à célébrer 2 messes chaque dimanche matin, éventuellement 3. On faisait appel à des jésuites de l'école Sainte-Geneviève ou à des dominicains de plusieurs couvents de Paris. Alors elle fut agrandie fin juin 1948 par l'adjonction d'un second baraquement qui a formé 37. Donc, oui, mais là je pense qu'on ne l'avait pas encore, au niveau donc, du chœur, si vous voulez, on a mis cet autre baraquement. Ça nous faisait un peu plus de place sur les côtés. On avait un harmonium et une dame qui jouait de l'harmonium. Madame Fournier, c'est un nom qui dira quelque chose à certains. Donc, la chapelle s'équipait. Le père Le Lidec acheta une cloche. Alors, la cloche fut d'abord placée sur un portique, dans le jardin, si j'ose dire, enfin sur le terrain. Et puis après, on a érigé quand même un petit clocher. Voilà. Et voilà la cloche dans le clocher. On faisait ce qu'on pouvait, hein.
Également pour que la chapelle soit en meilleur état et plus avenante, qu'elle fasse pas trop baraquement, les murs extérieurs, les parois extérieures de la chapelle furent recouvertes de mouchetis. Elle était encore trop petite. Mais oui, de nouveaux fidèles arrivaient dans le quartier. Et puis le père Le Lidec s'épuisait. Le père Le Lidec se partageait entre l'église Saint-Denis qui avait quand même été réparée, la chapelle du Clos, la chapelle Saint-Joseph. Et il était devenu aumônier de la base aérienne de Villacoublay, à une époque où il y avait le service militaire et des jeunes gens du contingent qui étaient à Villacoublay. Et il a fait un très bon boulot comme aumônier militaire. Il était donc décidé à faire confiance aux laïcs. Il sentait que certains étaient prêts à prendre des responsabilités pour engager l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des appels au peuple, comme on fait à l'église quelquefois. Appel en chaire, enfin quand il y avait une chaire, nous on n'en avait pas. À plusieurs reprises, il fait appel à la bonne volonté de ceux qui étaient disposés à faire quelque chose. Sans grand succès, il conviait les gens à venir le dimanche suivant à 3h ou 4h de l'après-midi, au moment avant ou après le salut du Saint-Sacrement, pour parler. Alors c'était toujours 2-3 personnes qui venaient. Bon. Alors un jour, Jean Télamon, mon père, lui proposa de s'y prendre autrement. Et avec son accord, mon père se décida d'inviter personnellement les personnes les plus actives qu'il avait repérées à se réunir chez nous, à la maison, un soir pour s'organiser. Alors je vois encore mon père écrire à la main des petites invitations. À l'époque, on n'avait pas de machine à écrire, on n'avait pas d'ordinateur, on ne faisait pas de photocopie. Bien. Et il est allé faire de la présence avant et après les messes, pour donner comme ça à l'un ou à l'autre une petite invitation. Un jour je lui ai dit, et tu les connaissais tous? Il me dit non. Et alors, il y en a, j'avais repéré, ils avaient une bonne tête, et puis on les voyait souvent. Enfin bon, au feeling, il a organisé la première réunion de ce qui s'est appelé le comité de la chapelle Saint-Joseph. Cette fondation, quand même, je dirais c'est notoire, a eu lieu le 1er juin 1951 au domicile de Jean et Suzanne Télamon, 45 rue, alors elle devait s'appeler déjà de nouveau Albert Perdreau, avant c'était rue de la Porte Verte. Était présent, outre ma mère, Madame Guillou. C'est la seule autre dame. Les autres, ce sont des messieurs. Je ne sais pas si les noms vous diront quelque chose, mais pour certains, peut-être. Il faut nommer messieurs Allaire, Cassagne, Coutin, Daguzan, Delbord, Guillou, Hubert, Lejeune, Louvain, Passat, Pertuiseau, Pillot, Rambaud, Télamon-Pierre, et excusez, messieurs de Bergue et Roubella. Alors, ce sont essentiellement des hommes, mais je dois vous dire que les épouses furent influentes et actives. Certains de ces membres du premier comité sont célibataires, d'autres, la plupart, la grande majorité sont des hommes mariés, pères de famille, et des familles qui vont d'ailleurs se développer parce que les jeunes ménages de l'époque ont eu 5, 6, 7, voire 8 enfants pour un cas. C'est des gens d'âge varié, c'est-à-dire que parmi ces personnes, il y a des gens qui sont nés à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, qui ont connu la guerre de 14, voire qui ont été soldats à la guerre de 14, pour les hommes ou qui ont vécu la guerre de 14, il y a la génération des gens qui sont nés dans l'entre-deux-guerres et qui fondent leur famille après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a les deux tranches d'âge, si je puis dire, et puis quelques jeunes, plus jeunes, qui sont les enfants, les fils de, comme Pierre Télamon. Alors, les différents quartiers étaient représentés. Je ne vais pas vous les situer, mais moi je sais à peu près où ils habitaient. C'est-à-dire, il y en avait de Vélizy, il y en avait
peu de Viroflay, mais il y en avait du Bas-Vélizy pas mal, et de Chaville, et un peu côté Viroflay. Le père Lelydec était absent de cette réunion. C'était un accord entre mon père et le père Lelydec. Il n'est pas venu, de façon à ce que les laïcs participant à la réunion se sentent plus libres pour dire ce qu'ils avaient envie de faire, éventuellement, enfin, échanger les idées. Évidemment, le compte rendu de cette première réunion porte stricto sensu l'objectif. L'objectif défini, c'est la création d'une nouvelle paroisse dans un avenir plus ou moins éloigné et la construction d'une église. En 1951, lors de leur première réunion, ils décident, ils disent voilà notre objectif. Bon, alors dans l'immédiat, il était décidé d'agrandir la chapelle, parce qu'on savait bien que ça allait prendre du temps. Pour cela, de trouver les fonds nécessaires, ensuite d'acheter le terrain voisin en vue d'y construire une église, avec presbytère et salle de réunion, et de demander d'abord assez vite à l'évêque de Versailles la nomination d'un vicaire auprès du curé de Vélizy. Le père Lelydec approuva immédiatement l'entreprise et participa désormais aux réunions du comité. Le bureau du comité fut créé, diverses charges et responsabilités réparties entre les membres, et pour financer, il fallait commencer d'y penser, les projets, il fut décidé une quête spéciale à toutes les messes le premier dimanche de chaque mois, une quête à chaque réunion du comité, l'organisation de kermesses, de tombolas, de ventes diverses, etc. On n'a pas manqué d'imagination. Et alors, il ne s'agissait pas que de parler, il fallait agir. On passa immédiatement à l'action. Le premier grand pardon breton eut lieu le 1er juillet, c'est-à-dire exactement un mois après. Alors en un mois, il a fallu s'organiser. Ce pardon breton a eu lieu dans le jardin du presbytère de Vélizy, avec un groupe folklorique, danse bretonne, bignouse et bombarde, mais aussi produits bretons, pâté, rôti de porc, andouille de Viroux-Guéméné, je ne sais plus, et autres produits, avec l'accord, enfin on s'était approvisionné auprès d'un charcutier breton qui venait au marché, et ça a permis de pique-niquer sur place, et puis on a acheté des surplus à la fin. Des jeux et stands pour petits et grands, une tombola pour laquelle on avait récolté des lots un peu partout, on les avait entreposés chez nous parce que dans la chapelle il n'y avait pas la place. Alors, je vais vous dire, le lot de consolation par carnet, c'était un bic, un premier crayon à billes, c'était tout nouveau. Ça ne marchait pas très bien, il fallait gratter pas mal, quelquefois la bille s'en allait, et ils étaient à encre violette. Il fallait pas quand même, l'encre violette c'est symbolique, et on s'en mettait plein les doigts. Mais enfin, on avait quand même trouvé quelque chose de nouveau, comme cadeau de consolation, comme lot de consolation. Ce grand pardon breton, ce fut un succès festif et convivial. Les personnes qui s'en sont souvenues après, qui y ont participé, s'en sont longtemps souvenues après. En effet, nombre de personnes du quartier d'en bas étaient montées à travers la forêt. Nous avons vu des personnes dont les visages nous étaient connus, enfin les adultes repérés, mais qui n'étaient pas des habitués de la chapelle. Et c'était notre première fête. Elle fut suivie de bien d'autres. Donc réussite festive et conviviale, mais les bénéfices ne permettaient pas de faire appel à une entreprise pour agrandir la chapelle. On avait de quoi acheter les matériaux. Les membres du comité décidèrent de faire les travaux eux-mêmes. Et nous avons une équipe de laïcs bâtisseurs. Alors, ça, je connais parce que les familles, on était concernées, disons.
Du 1er octobre 1951 au 31 juillet 1952, une douzaine de laïcs bénévoles. Alors il y en a qui ne venaient pas toutes les fois, mais il y avait une rotation, ça faisait grosso modo une douzaine à chaque séance. Ils ont travaillé grosso modo 10h à 12h chaque samedi pour construire en dur, en arrière de l'hôtel, un corps de bâtiment qui porterait à 200 le nombre de places. Je vais vous dire qu'on n'a pas beaucoup vu notre père le samedi. Hein. Bon, alors voilà le résultat. Donc nous sommes à l'arrière de la chapelle en bois, et vous voyez il fallait rattraper la pente, une dénivellation, donc construire un soubassement en parpaing. Et comme on n'avait pas trop de moyens de les acheter tout faits, ils ont fabriqué les parpaings. Alors j'ai vu fabriquer des parpaings, voilà, à la main. Et au-dessus, élévation en mur en briques, pose des fenêtres, etc. Bon, ils ont fait eux-mêmes le montage de la charpente, la couverture, la menuiserie intérieure et l'électricité. Il n'y a que pour les plâtres qu'il a été fait appel à un spécialiste. Voilà la photo donc de la chapelle agrandie. Et au fond, on avait, avant d'arriver à l'état que je viens de présenter, déplacé le fond de la chapelle en bois, une fois que le plancher sur le socle avait été fixé, et par un système en roulant, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais ils étaient très contents d'avoir réussi. Ils ont déplacé le fond de la chapelle en bois pour le placer à l'extrémité et refaire la sacristie. C'était une toute petite sacristie. Alors, ils étaient très heureux ce jour-là. Rémi Coutin, le photographe de service, tenait l'appareil, et voilà donc les messieurs qui ont participé. Dans l'ordre, M. Ortiz, lui était du bâtiment, c'est le seul qui avait été invité à venir et il est venu aider. Monsieur le curé de Vélizy, le père Lelidec, avec son bonnet de police d'aviateur, au milieu militaire. Le jeune Lucien Cassagne, dont papa est au milieu. Alors Lulu, il avait 14-15 ans à l'époque. Monsieur Pillon, Monsieur Guillou, Pierre Tellamont, Jean Tellamont, René Cassagne, devant Jacques Allaire, Monsieur Louvain, Monsieur Olivier et Roger Ferrand. Voilà nos laïcs bâtisseurs. Alors, la chapelle agrandie avait un plan en forme de croix, puisqu'on avait agrandi en arrière de l'autel. Comment faire les cérémonies pour que les gens ne soient pas trop loin. Donc, l'idée a été de placer un autel au carrefour, au centre, à la croisée du transept et de la nef principale et de la nef arrière, si je puis dire. Cette disposition n'était guère conforme aux usages liturgiques de l'époque. Vous voyez qu'on avait un peu d'avance. Alors il y a un panneau là-bas, vous verrez les détails de cette organisation et de cette construction. La chapelle agrandie fut officiellement inaugurée le 16 octobre 1952 par Monseigneur Audrin, coadjuteur de l'évêque de Versailles, qui était Monseigneur Roland Gosselin, très âgé. Cet événement, qui avait été sollicité, bien entendu, fut perçu comme la reconnaissance par la hiérarchie de l'existence de fait d'une communauté qui s'affirmait de plus en plus, indépendamment des paroisses d'origine. De fait, de nombreux laïcs, hommes et femmes, des jeunes, participaient activement à la vie spirituelle, liturgique et matérielle de la communauté. Un vicaire avait été nommé à la paroisse de Vélizy, qui desservait aussi en partie, en accord avec monsieur le curé, la chapelle, ce qui permettait d'assurer 3 messes le dimanche matin. Et encore, comme on disait, on refusait du monde, parce que c'était trop petit. Bien. Il y avait une messe en semaine tous les jours. Les catéchismes eurent lieu désormais le jeudi et le dimanche à la chapelle.
et des jeunes ménages avaient lancé les équipes Notre-Dame. C'était une nouveauté à l'époque. Au début de 1953, le comité Saint-Joseph décide l'achat du terrain qui faisait 1000 m², donc l'équivalent de 2 parcelles de l'époque, qui jouxtait la chapelle, sur lequel se trouvait une maison où il y avait 2 appartements occupés à ce moment-là. Le terrain a été acquis légalement par l'association diocésaine de Versailles, mais entièrement financé par les fidèles de la chapelle. Alors l'idée était effectivement, si on achetait ce terrain, de construire l'église sur ce terrain, on avait 1000 mètres avec le terrain, et le terrain de la chapelle, ça faisait quand même 2000 m². Bon, effectivement, à l'époque, la zone d'influence, le territoire qu'on envisageait, c'était le Bas-Vélizy en entier, la partie de Chaville jusqu'à la place Saint-Hubert et la partie de Viroflay, autour de la place de la gare, disons, et les rues du Louvre, rue Pasteur, jusqu'à la place Jeanne d'Arc. On s'arrêtait là, à la place Saint-Hubert. Oui, mais cela correspondait aux réalités du moment. En effet, entre la place Saint-Hubert et le vieux Chaville, quartier Maradan, s'étendait une zone de discontinuité dans le tissu urbain. C'est-à-dire que là où vous avez les immeubles, il y avait une grande propriété en très mauvais état, mal tenue, en friche, une maison toujours fermée, et qui occupait tout le terrain. Je n'aimais pas passer par là. Et puis, de l'autre côté, où il y a l'école maintenant, il y avait Saint-Paul, qui était un ancien couvent qui avait eu toutes sortes d'avatars par la suite, qui notamment avait été occupé par les Allemands pendant la guerre, et la sécurité sociale après la guerre s'y est installée. Alors, après, on arrivait dans le vieux Chaville, c'était un autre monde. C'était plus du tout la même chose. Bon, on en était là. La chapelle desservait donc cette zone jusqu'à la place Saint-Hubert. Évidemment, les choses ont changé quand des immeubles nouveaux sont apparus. Alors, il y a eu l'ensemble d'HLM de l'Ursine, mais ça c'était intégré à notre quartier, bien. En partie en lien avec Renault et le, je crois, millième sur la masse salariale que les entreprises devaient consacrer au logement social, bien. Et puis, alors après seulement, la construction de cette très grande zone d'habitation. Et là, évidemment, ça change les choses. En 1957 est créée la zone apostolique provisoire de l'Ursine. Bien, le nom de l'Ursine était dedans. C'est-à-dire 5 ans après la venue de Monseigneur Audrin, il y a à Versailles un nouvel évêque, Monseigneur Alexandre Renard, qui nomme l'abbé François Galliot, vicaire à Vélizy, et responsable de la zone apostolique provisoire de l'Ursine, destinée à devenir une paroisse indépendante. Sauf que, il ne faut pas que je me trompe de sens, voilà, sauf que nous découvrons qu'il donne à l'extension de cette zone apostolique de l'Ursine quelque chose de beaucoup plus large que prévu. Alors, il arrivait du nord. Il ne connaissait pas le terrain pour en parler. Il a consulté les 3 curés qui ont été, évidemment, concernés. Car cette nouvelle paroisse amputait les 3 paroisses précédentes d'un morceau de territoire. Le Bas-Vélizy ne posait aucun problème, puisque de toute façon, c'était de là où nous partions, et que le père Le Lidec était à l'origine du projet avec les laïcs, et avait de longue date envisagé de se séparer du Bas-Vélizy. Le quartier, qui devait être détaché de la paroisse de Viroflay, n'a pas fait problème avec le curé de l'époque, et le projet de construire l'église Notre-Dame du Chêne
marginalisait davantage encore le coin de Viroflay, qui est par ici. Le curé de Chaville, en revanche, le père Legros, le chanoine Legros, accepta, non sans tristesse et amertume, le sacrifice que lui imposait son évêque. Car l'évêque a tout simplement dessiné, jusqu'à la ligne de chemin de fer Paris-Montparnasse et au-delà, l'extension de la nouvelle paroisse. Alors, ça ajoutait à la paroisse, enfin, à l'image que nous avions du quartier, une zone évidemment plus importante et différente. Depuis la place Saint-Hubert, les quartiers Saint-Paul, Maradan, Vieux-Chaville faisaient partie désormais de la nouvelle paroisse, et Vieux-Chaville avec la, comme nous disions, vieille église, l'église que je vous ai montrée en commençant. La chapelle Saint-Joseph, dans tout ça, était excentrée. Bon. La zone apostolique d'Ursine comptait environ 8000 habitants. La pratique religieuse y était sensiblement supérieure à la moyenne nationale, avons-nous su à l'époque. Alors, dernière étape vers la création d'une nouvelle paroisse, enfin. En septembre 1958, l'abbé Galliot est détaché de la paroisse de Vélizy et il vient habiter au rez-de-chaussée de la maison qui est à côté de la chapelle. Ce rez-de-chaussée s'étant trouvé disponible. En 1959, un second prêtre, l'abbé Jean Salat, est joint à l'abbé Galliot, ce qui permet de remettre en service la vieille église en attendant, notamment pour des cérémonies comme les communions ou encore pour des cérémonies comme les mariages. Enfin, le 27 septembre 1959, l'évêque de Versailles érigeait la zone apostolique de l'Ursine en paroisse. Il décidait alors de la mettre sous le patronage de Sainte Bernadette. Il donnait à l'abbé Galliot et aux fidèles la mission de construire une église. Je voudrais vous confier à tous la construction de cette église. Bien, on ne demandait que ça. Alors voilà, la construction de l'église Sainte-Bernadette à Chaville, maintenant c'était ce qu'on avait en ligne de mire. L'extension du territoire de la nouvelle paroisse rendait caduc le projet de construction de l'église rue Jules Rhin. Avec les prêtres en charge de la paroisse, le comité Saint-Joseph élabora de nouveaux projets et se donna les moyens de les réaliser en s'appuyant sur l'énergie de toute une communauté qui voulait construire son église, en ne pouvant compter que sur elle-même, ainsi que sur les habitants du quartier sympathisants, qui se sentaient concernés, quelles qu'aient été, dans certains cas, leurs opinions. Oui, mais où construire une église? Avec quels moyens? Alors, précaution utile, dès 1958, on avait pris certaines mesures, comme par exemple transformer le comité Saint-Joseph en association régie par la loi de 1901, sous le nom Loisirs populaires de l'Ursine. Et oui, ben on en faisait des fêtes. Puis il y avait les camps avec les abbés, il y avait le patronage, etc. Et on faisait du culturel, et pas seulement du cultuel. Donc ce terme fut choisi, Loisirs populaires de l'Ursine. Bien, ça donnait une base légale. Mais il fallait surtout trouver un terrain au plus près du centre topographique de la nouvelle paroisse. Seulement au centre même, c'était bien difficile. Le bâti était quand même assez dense, il s'était densifié depuis des années, depuis la fin de la guerre, et les zones forestières autour sont théoriquement intouchables. Les possibilités étaient restreintes. À force de négociations, de chercher, etc., le principe d'un échange de terrain
avec les eaux et forêts fut acquis en 1958. Mais il a fallu 2 ans de négociations pour que le protocole soit signé. Alors, il portait sur le fait que, entre les eaux et forêts et l'association diocésaine de Versailles, il y aurait échange. Ce protocole a été signé le 15 juin 1960. On a pris le temps pour y arriver. Il stipulait l'échange d'une parcelle dépendant de la forêt domaniale de Meudon, environ 4000 m², au lieu dit le bois de Chaville, pavé de Meudon, à Chaville, nous y sommes. Voilà. Contre une parcelle de 7,5 hectares environ, en limite de la forêt de Montmorency, que nous avons achetée, naturellement, la valeur des 2 parcelles étant estimée équivalente. Oui. Et on procéda à l'échange. L'association diocésaine devenait propriétaire légal et la louait avec bail aux loisirs populaires de l'Ursine, qui furent les constructeurs officiels de l'église. Vous voyez, bon, le terrain, l'association diocésaine, loue aux loisirs populaires de l'Ursine, et finalement, c'est cette association qui va construire l'église et demander le permis de construire, etc. Il fallait trouver un architecte. Il fallait choisir un architecte. On fit appel à M. Robert Loire, qui était l'architecte de la résidence de l'Ursine et de la résidence ici. M. Robert Loire, comme beaucoup d'architectes à l'époque, souhaitait, il a dit qu'il avait été très heureux qu'on le sollicite, il avait envie de construire une église. Évidemment, on lui demanda un projet, dans le style, si l'on peut dire, et avec des moyens restreints, et dans le style de l'habitat voisin, ce qu'il avait construit. Bien, un premier projet trop cher, 50 places, de plan basilical, c'est-à-dire un grand rectangle, avec un campanile séparé et un baptistère. Normalement, un baptistère peut être dans un lointain passé. Les baptistères sont à l'extérieur des églises et on entre dans l'église après. Eh bien, voilà, une salle en dessous et un presbytère mitoyen. Tout ça pas trop cher. On voulait une homogénéité de style avec le voisinage et un projet compatible avec nos moyens financiers. Enfin, les moyens qu'on espérait réunir. Alors, le premier projet, je ne sais pas si c'est exactement celui-là, mais enfin, nous avons conservé un dessin d'architecte. Voilà. Alors, effectivement, par exemple, le campanile était plus haut par rapport à l'église, et puis il était séparé du baptistère qui ensuite lui a servi, etc. Un autre petit bâtiment derrière, et la salle, on avait imaginé sur toute la surface de l'église en dessous, ce qui n'est pas le cas, évidemment. Bon, le second projet était encore trop cher. Enfin, le troisième fut adopté pour une église de 500 à 700 places. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que, je ne dis pas que c'était extensible, mais ça dépend du nombre de bancs que l'on met. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent bien comprendre que les bancs, c'est 6 places et pas 4, par exemple. Ben oui, le jour des cérémonies, il faut les pousser un peu. On avait l'habitude, parce qu'à la chapelle, on le faisait. C'était tellement petit à la chapelle que certains messieurs faisaient à chaque messe le travail des dames qui, dans le passé, autrefois, étaient chaisières. On n'avait pas de chaise, on avait des bancs. Eh bien, ils faisaient pousser les gens en disant « Vous avez encore une place là pour cette dame, voilà ». Alors on avait pris l'habitude, et donc ça pouvait être entre 500 et 700 places. La salle seulement sous le parvis. Parce qu'en raison du dénivelé et tout ce qu'il aurait fallu creuser pour avoir des salles complètement sous la totalité de l'église, on faisait une économie. Le clocher tripode incorporé au baptistère, qui sert de base, donc ça coûte moins cher. Donc, on avait demandé à l'architecte une conception plus économique de la construction, et on était très serré pour l'aménagement intérieur. L'idée c'était, il y a des choses qu'on fera plus tard.
Et il y en a qui, plus tard, auront à le faire. Ça correspondait aux possibilités financières espérées et respectait le plafonnement à 50 millions de francs, valeur 1958, établi par l'évêché. Le financement a été entièrement assuré par la communauté paroissiale. Achat du terrain donc et construction de l'église, avec les frais financiers afférents, vous imaginez. Dès juin 1958, les loisirs populaires de l'Ursine avaient été admis comme membres actifs des chantiers diocésains de Versailles qui venaient d'être créés. On n'en était pas au chantier du cardinal, à l'époque c'est diocèse de Versailles autonome, sur ce plan-là. Ceux-ci consentirent des prêts, donc les chantiers diocésains, consentirent des prêts à long terme au prorata des souscriptions que les paroissiens, leurs amis et autres habitants du quartier ont souscrit aux obligations émises par les chantiers diocésains. Donc il fallait qu'il y en ait qui achètent les obligations des chantiers diocésains et on nous a prêté les sommes équivalentes. Des prêts sans intérêt ont été consentis par des paroissiens. On a évidemment fait des emprunts auprès d'organismes bancaires et fonciers. Dans certains cas, les membres du comité notamment se portaient garants sur leurs deniers pour ces prêts. Alors les recettes. Les recettes régulières provenaient des quêtes, des kermesses, des ventes diverses comme avant, des dons des particuliers. Et en 1961, on crée une association qui a été éphémère, les Amis de Sainte-Bernadette. Les cotisations annuelles, qui pouvaient être extensibles et répétitives, donc, permettaient d'assurer des ressources régulières et donnaient une garantie de solvabilité à la paroisse. Alors, on n'hésita pas, ou plutôt nos abbés n'hésitèrent pas, alors je ne sais pas, elle n'est pas là, ben, tant pis si on la retrouve, j'ai oublié de la mettre. Il y a eu un appel aux dons qui a été lancé à tous les catholiques de Chaville, mais ça a été mis dans les boîtes aux lettres en disant à ceux qui les recevaient que si ça ne les concernait pas, on s'excusait, mais que voilà, on leur faisait connaître nos besoins financiers. L'effort financier fut très important et les abbés Galliot et Sala limitèrent au plus juste les dépenses de fonctionnement. La gestion financière fut assurée avec rigueur et compétence par Louis Delbord, que certains ont connu et qui a tenu les choses avec une grande capacité. Alors on a réussi à financer les travaux et à rembourser les emprunts dont l'amortissement s'est étendu jusqu'en 1975. Il faut dire aussi que la vente du terrain de l'ancienne chapelle, une fois l'église existante, on a revendu en 2 parcelles en 1969 et 1970. Ça a permis d'éponger une partie des dettes. Alors, on en arrive à la construction proprement dite qui a été relativement rapide, car ça a été fait, si tout le préalable a été long et progressif et petit à petit, eh bien, l'église a été construite en 1961-1962. En collaboration avec l'architecte, les laïcs responsables de la construction ont étudié 77 dossiers techniques, ont choisi 12 entreprises sur les 43 qui avaient répondu aux appels d'offres, et les travaux ont pu commencer. La configuration du terrain fait qu'il y a 12 mètres de dénivellation entre le fin fond là-bas derrière, je me suis oui comme ça, et le niveau devant. 12 mètres, ça fait beaucoup de terre à enlever. De gros travaux de terrassement. Il y avait le recul imposé par rapport à la route, donc importants travaux de terrassement. Par bonheur, une entreprise de travaux publics avait besoin de sable à lapin. Je ne savais pas ce que c'est, mais il paraît que ça sert, c'est très important pour faire des routes. Alors, cette entreprise a réalisé gratuitement le déboisement de la parcelle, le nivellement de la butte, en échange du sable à lapin. Sauf que il est arrivé un moment où le sable à lapin n'était plus de très bonne qualité, mais enfin, ils ont continué, comme on disait, au même prix, c'est-à-dire gratuitement. Donc le terrassement, voilà, ça a été une belle économie.
Et on a pu envisager de poser la première pierre. Alors je vais encore me tromper de sens. Voilà, bénédiction de la première pierre. Alors de dos, l'évêque, monseigneur Alexandre Renard, le chanoine Asmen vraisemblablement à droite, l'abbé Galliot, François Galliot. Je ne sais pas si c'est Serge, mais oui, on aperçoit qui tient le missel. Alors Serge est là. Ah, ça fait quand même plaisir de le voir. Hein. Voilà. Merci. Merci d'être venu. Il avait un peu plus de cheveux à l'époque. Voilà. Et puis l'architecte, en deuxième position, et là, le monsieur qui est de dos, devant, c'est François Lecor, que beaucoup ont connu dans le quartier de l'Ursine en particulier. Et puis vous voyez, il y a une auge avec le ciment, la truelle et puis de l'eau. François Lecor était maçon de profession, il travaillait très bien d'ailleurs, et on a été content de faire appel à lui pour cette pose de première pierre. Donc le 8 mai 1960, Monseigneur Renard bénit et posa la première pierre, donc j'ai dit 60, c'est plutôt peut-être 61, j'ai dû me tromper. Et cette première pierre, c'est un parpaing avec un creux, et dans ce creux, il y a le dépôt de fondation. Alors, je sais qu'il y avait un tube en verre, scellé, avec un parchemin, où on donne toutes les indications concernant la création de cette église, et puis des objets qui doivent évoquer la civilisation d'une époque. Donc du plastique, on entrait dans l'ère du plastique, on est à l'âge du plastique, on n'est plus à l'âge du fer, et je sais qu'il y avait une petite 2 chevaux en plastique, et un petit avion en plastique, en référence à la zone, je dirais, en rapport avec l'aéronautique qui a été en vogue et importante dans tout le secteur au-delà même de nos limites. Les travaux de ce vaste ensemble architectural, alors on a quand même 991 mètres carrés de surface de plancher, et l'église c'est 577 mètres carrés de surface. Bon, la salle ici est plus petite puisqu'on est sous le parvis et pas sous la totalité de l'église, baptistère, presbytère, etc. Alors les travaux, c'est sur ces 61, ont été menés notamment pour la maçonnerie, l'entreprise d'Avant, et par un jeune homme avec plaisir parce qu'il est quelqu'un de très compétent. C'est le maître charpentier Vergès, qui était spécialiste d'une technique qui permettait de réaliser une charpente avec une portée de 19 mètres sans support intermédiaire. Et j'en parlais tout à l'heure un peu plus, parce que les charpentes m'intéressent beaucoup. Alors voilà, donc je vais vous montrer un peu dans le désordre un certain nombre d'images. Là déjà, on a encore les échafaudages, mais les murs et l'élévation est déjà importante, c'est peut-être un peu mal placé. On a des vitraux dans les claustras de béton. On nous a dit, nous avions des vitraux à la Mondrian. On l'avait fait un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, mais on a été très heureux de ce compliment. Voilà, alors voilà un ensemble de photos où on voit différents moments avec une partie en construction sur le côté, le mur réalisé, une partie charpente, une vue de l'intérieur de la façade, et puis le montage, l'intérieur encore très dépouillé, et puis l'élévation du campanile. Ensuite, donc, pendant les travaux, les échafaudages, la grue, sur un des panneaux du fond, là-bas, vous verrez davantage de choses. Et puis ce petit croquis qui a dû être fait par l'architecte assistant, qui a mis quelques clichés pris lors du chantier de construction de l'église Sainte-Bernadette par Pierre Brunet, architecte assistant de Robert Loire, architecte en titre. Donc on voit plusieurs étapes. Donc ce dont je parlais tout à l'heure du dénivelé, que l'on voit, ben voilà, il faut faire ça, ici. Ensuite, la construction, là c'est une vue depuis l'intérieur du mur qui est ensuite réalisée ici, avec la façade en retour, la construction de ce mur plus en détail, et puis une réunion
où l'on aperçoit l'abbé Galliot, le responsable du béton armé et son assistant, et puis Monsieur Vergès, Raoul Vergès, le charpentier. Alors c'est bien d'évoquer, j'ai envie de dire, ces personnes-là, parce que c'est important de ne pas oublier leur rôle et leurs compétences. Le volume intérieur est équilibré. Ah, ben, réunion de chantier. Oui, j'oubliais. Réunion de chantier, les laïcs concernés participaient régulièrement aux réunions de chantier. Alors, ben, je vous présente quand même René Cassagne, ici, Roger Ferrand, là derrière, je ne sais pas, Jean Télamont, Monsieur Loire, sans doute son assistant, et là, je ne sais pas qui est ce monsieur. Voilà. Donc, là encore, c'était pas que parler, il fallait payer de sa personne. Nous sommes là dans l'intérieur de l'église, telle que nous pouvons la voir maintenant. Et vous allez me dire, mais alors la charpente, je vous assure qu'elle est belle. Seulement, il y a un plafond qui permet de la masquer, mais aussi d'avoir moins de volume à chauffer. C'est ça l'idée au départ. Alors, le volume intérieur est équilibré, bien proportionné. L'acoustique, on a découvert que c'était satisfaisant. Sur les murs sud et ouest, on retrouve l'alternance de la pierre et du béton que l'on a à l'extérieur. Oui, je n'y suis pas appesantie tout à l'heure, dans la mesure où on a travaillé en béton. On a fait une église en béton. Bon, le béton, c'est le matériau de l'époque. Vous savez bien, alors, le béton est très largement employé dans les constructions du moment et dans certaines églises réputées, dues à des architectes réputés. Je ne peux que citer comme référence la chapelle de Ronchamp ou celle de l'Arbrel par Le Corbusier. On peut citer aussi la référence de toute la reconstruction de la ville du Havre par Perret ou encore l'église de Royan de Gilet. Donc le béton, on construit en béton et on y croit à ce béton. Sauf qu'actuellement, on découvre, et pour Royan ça fait un moment, que le béton peut se détériorer pour différentes raisons. Et Royan est un cas tout à fait exemplaire, si j'ose dire, dans la mesure où c'est du sable marin qui a été employé et que c'est pas bon, le sel n'est pas bon pour le fer. Et les structures métalliques, pour faire du béton armé, ont souffert dans un certain nombre d'endroits. Donc nous avons construit en béton, les travaux ici ont été satisfaisants et il semblerait, m'a-t-on dit, que notre béton était de bonne qualité et que actuellement donc il se porte bien. Néanmoins, on a quand même quelques assises de pierre blanches le long des... vous avez vu le long, je vais repartir un peu en arrière, voilà, le long du mur de gauche et de la façade, vous voyez des zones blanches. Alors là, on s'est offert, si je puis dire, de la pierre de Saint-Vaast, pierre blanche, qui permet une alternance entre le béton et la pierre, et cette alternance, évidemment, c'est plus agréable, c'est mieux, et pour les murs nord et est, peu visibles, comme le béton était moins onéreux, on n'a mis que du béton. Alors à l'intérieur, on retrouve cela, dans la mesure où on retrouve l'alternance à l'intérieur des assises de pierre et de béton sur le côté gauche, vous apercevez, même si ce n'est pas très net, tandis qu'à droite, vous le savez, il y a des bandeaux qui reproduisent. Alors ça, c'était pas tout à fait prévu, c'était une idée qui est venue de, au lieu de faire un mur plan complètement, de faire une imitation en quelque sorte, en béton, de l'alternance pierre-béton du mur d'en face. Alors on retrouve le même effet de ligne horizontale. Dans une église, on avance parfois en procession par le centre, et il y a cet effet horizontal de déplacement. Donc, alternativement, on a joué avec le béton, alternativement brossé ou laissé brut avec le dessin du coffrage, volontairement, pour donner une certaine animation à ce mur. La charpente, donc, réalisée par Raoul Vergès,
est remarquable parce qu'elle permet, il était spécialiste on m'a expliqué, du lamellé collé. Bon, ça donne de la solidité qui permet, c'est la technique qui permettait une portée de 19 mètres sans support intermédiaire. Cette charpente prend appui sur les 12 piliers en béton attenant aux murs latéraux. 12 piliers, c'est pas par hasard. Hein. L'église est fondée sur les 12 apôtres. Et donc 12 piliers. 12 piliers sur lesquels elle s'appuie. La charpente, à l'intérieur, on ne le voit pas, a été entièrement voligée pour supporter la couverture étanche. À l'intérieur, la charpente est masquée, disons habillée d'un plafond en bois et appuyée sur 6 portiques en bois qui prennent appui sur les piliers en béton. Mais en réalité, la solidité, c'est les piliers en béton. Néanmoins, ces parties en bois scandent le cheminement, rompant une trop grande ou trop longue peut-être horizontalité et apportent une touche plus chaleureuse aux surfaces de pierre et de béton. Les vitraux aux couleurs vives, voilà Mondrian, comme je vous ai dit, voilà, ont été appréciés alors qu'on a fait des vitraux simples, en rapport avec l'architecture et je dirais, là encore, on cherchait économique. Et ils assurent dans la nef un éclairage tamisé, tandis que le chœur est éclairé latéralement par des verrières claires. La dalle renfermait le chauffage électrique par le sol. Alors là, c'est un peu compliqué, je passe là-dessus, mais c'était à l'époque une grande innovation. Et il y avait normalement 3 zones, avec 3 vitesses, si je puis dire, on pouvait régler plus ou moins fort pour chaque zone, ça faisait 9 réglages possibles. Il y a eu des difficultés, là, il a fallu refaire, etc. On a eu des tarifs avec l'électricité, évidemment, ça n'était pas... Les tarifs de l'électricité ont changé, comme vous savez, au cours du temps. On s'est contenté au début d'un mobilier sommaire, y compris pour le maître-autel, et les aménagements et embellissements ont eu lieu à partir de 1969. L'église Sainte-Bernadette a été consacrée par Monseigneur Renard le 17 juin 1962, voici 60 ans. Voilà la procession qui va entrer. Vous connaissez l'évêque, et monsieur le curé de Chaville, c'est celui-ci, voilà, et puis le curé de Viroflay, je ne sais pas si c'est lui, il se ressemble, je ne sais pas bien lequel c'est, et puis vraisemblablement le chanoine à la semaine à droite. Alors je ne sais pas si vous portiez encore, Serge, les... Hein? Voilà, et puis les personnes qui allaient entrer donc dans l'église, les autorités civiles et militaires, comme on dit, et religieuses. À ce moment-là, à partir de cette date, l'église Sainte-Bernadette devient l'unique lieu de culte d'une paroisse en pleine expansion, fière de son église. Elle témoigne de l'esprit et des choix de la communauté. Une brochure éditée à l'époque dit « Elle est simple et nous rappelle qu'elle est construite dans une paroisse où chacun vit dans la simplicité. » Les abbés Galliot et Sala donnaient l'exemple. L'église Sainte-Bernadette est située sur le territoire de Chaville, dans le département des Hauts-de-Seine de nos jours. La paroisse y est domiciliée et fait désormais partie du diocèse de Nanterre, puisque les diocèses ont suivi le découpage des nouveaux départements. Découpage dont le côté arbitraire n'échappe à personne. Mais l'église Sainte-Bernadette a été édifiée dans un quartier qui a toujours une unité topographique et humaine en dépit des limites administratives arbitraires, parce que, évidemment, ça change beaucoup de choses. Tout
tout à l'heure, j'ai évoqué simplement le cas de l'école Jean Massé, bon, qui n'est plus école intercommunale. J'habite côté Chaville, quand je traverse la rue, je suis à Vélizy. Les enfants vont dans les collèges différents. Le catéchisme est lié à l'aumônerie des collèges, etc. Donc ça change une série de choses. Des modifications de projet ont eu lieu parfois au cours des travaux. Ainsi, le mur du fond aurait dû être plat. Mais pour le rendre plus résistant à la poussée des terres, il a été décidé de faire un mur profilé en pointe de diamant, m'a-t-on dit, ce qui lui donne son aspect en éventail. Ce fut aussi une amélioration esthétique, puisque l'éclairage latéral joue et met en valeur certaines parties. Voilà. Donc, voilà le mur du fond, du cœur, et on aurait dû avoir une surface plate. Et puis, on a ça maintenant, avec évidemment l'éclairage latéral, qui fait qu'on a des parties éclairées, des parties plus sombres. Ça anime cette surface du fond du cœur, c'est plus beau, et cela crée un effet de tenture aux lourds plis souples, contrastant avec les parois latérales rectilignes. Se fondant sur cet aspect, sur l'aspect de ce mur, et sur l'impression qu'il ressentait dans l'Église, certains paroissiens ont fait de notre Église une lecture symbolique, évoquant la tente de la rencontre. Exode 35-40, il y a une petite référence erronée qui met GN, c'est-à-dire jeunesse. Dans cette plaquette, nous nous en sommes aperçus après. La tente de la rencontre, elle a été façonnée sur l'ordre donné par Dieu à Moïse quand les Hébreux étaient dans le désert. Et il est dit dans ce texte que c'est avec toutes les générosités et les dons, avec la sagesse et le savoir-faire des fils d'Israël, qu'elle allait être et qu'elle a été réalisée. Générosité, dons, sagesse, savoir-faire, vous savez, ça évoque quand même des choses. Hein. Quand tous les travaux ont été accomplis, je parle de la tente de la rencontre, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. La demeure, donc lieu de la rencontre, lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et telle est aussi notre Église, Sainte Bernadette, voulue par le peuple chrétien, qui a assuré son édification, mais qui est aussi tournée vers l'extérieur, parce que, on ne reste pas tout le temps dans l'église. Alors voilà l'église, comme vous la voyez aujourd'hui, et vous observez en façade ce grand pilier détaché de la façade, en bois, d'une seule pièce, et les bras de la croix en forme, pour certains au départ, d'ailes d'avion, référence toujours à l'aviation dans le pays, à une époque où, il ne faut pas oublier que la rue Alexis Malherol, c'est un aviateur, et où la popette des ailes était encore très vivante comme lieu de rencontre pour des gens liés à Vélizy, enfin à Villacoublay plus exactement, et aux aviateurs. Donc il y avait cette nuance et de donner cette forme au bras de la croix. Le baptistère supportant le campanile et les marches. Alors, tout le monde le sait, tous ceux qui fréquentent là, les marches, il faut faire attention. Bon, notre escalier est un peu raide. Monsieur Cassagne était très mécontent de ces marches. Elles n'ont pas le bon rapport entre la hauteur et la profondeur des marches. Bon. Donc, on fait attention. Et pourquoi? Eh bien, d'abord, je vous ai expliqué qu'on a fait la salle seulement sous le parvis et pas sous l'église dans sa totalité. Donc, pour que la salle soit assez grande, on a en somme agrandi le parvis. Oui, mais on se rapprochait de la route. Alors après, il y a eu la rue a été un peu élargie. Les trottoirs, il fallait imposer une certaine distance de trottoir. Il y avait le recul par rapport à la rue. Bon, il a fallu tenir compte de tout ça. Et l'escalier, évidemment, est un petit peu raide. Voilà, vous savez tout. Et puis voilà, eh bien, quand la messe est finie, on part. On part voir les autres, on part
voir les habitants du quartier. On est tourné vers le quartier. Alors j'ai repéré 2-3 personnes, d'ailleurs, là, c'est amusant. Et voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Un grand merci, Madame Telamon, pour cette remarquable et passionnante conférence. Voilà, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je voudrais vous remercier un petit peu pour ces petits mots. Merci. C'est vraiment très gentil. Hein. Vos mots, moi, m'ont rempli de joie et d'action de grâce pour toutes ces générations, toutes ces personnes-là. Il y en a qui sont encore là. Et me remplissent aussi d'espérance pour que la suite soit construite. Voilà, là on a eu toute l'histoire. L'histoire, c'est les racines, les fondements, les fondations, pour pouvoir continuer à bâtir cette église. Alors plus la bâtir en pierre, mais la bâtir dans nos cœurs et dans la vie que nous partageons. Donc un grand merci pour tout cela. Il y a maintenant, grâce à Cécile, un petit pot qui vous est proposé, des panneaux qui ont été faits, dont il a été fait mention, qui vous partagent quelques images complémentaires, et puis voilà. J'espère avoir la joie de vous retrouver bientôt, ici ou dans le quartier. Merci Françoise.